Bonjour, ici Marine Orsini. Je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième saison des Histoires qui résonnent, le balado des proches aidants. Je suis extrêmement heureuse de vous retrouver pour ce balado qui me tient sincèrement à cœur. Je tiens à saluer et remercier l'organisme L'Appui qui produit ce balado et qui cherche en fait ultimement à améliorer la qualité de vie des proches aidants et ceux qui aident de partout au Québec et à faire connaître aussi votre rôle et les services qui sont offerts, les services auxquels vous avez droit partout au Québec. Si vous étiez avec nous lors de la première saison, vous vous souvenez sans doute de plusieurs de nos témoignages. Ça a été une belle première saison, celui entre autres de Anaïs Favron qui nous a parlé de son papa, Marie-France Bazot, marquant, je dirais, qui nous a parlé de sa relation mère-fille. Pénélope aussi, cette jeune fille qui nous a ouvert vraiment une fenêtre sur sa réalité de jeune proche aidante auprès de sa maman. Elle nous a partagé son histoire extrêmement, je dirais même bouleversante. Et chaque histoire, évidemment, est unique et à la fois universelle. Je pense qu'on se reconnaît. On se reconnaît à travers ces histoires-là et ces réalités-là. Le but, ben en fait, c'est de briser le silence et le sentiment de solitude. Je pense que la proche aidance peut être accompagnée d'un grand sentiment de solitude et c'est le but de ce balado-là. Pour cette deuxième saison, je serai de nouveau en compagnie de plusieurs personnes, des personnes proches aidantes et aussi d'experts du milieu, si on l'apprécie, pour vraiment explorer les différentes thématiques afin de mieux comprendre la réalité de la proche aidance. Aujourd'hui, nous allons parler de la notion donc de la proche aidance elle-même, savoir qu'on devient un proche aidant, comment ça s'installe dans notre vie au quotidien, comment la reconnaître et comment l'accepter. Parfois, c'est difficile. Il y a quand même, je dirais, un certain tabou autour de ça. Devenir un proche aidant, c'est une étiquette qui nous convient pas toujours, surtout quand on est une maman, un papa, un conjoint, une conjointe. On se dit, ben voyons donc, je suis pas une proche aidante, je suis sa mère. Il y a quand même une différence. On peut parler aussi de la confusion des rôles. Pour discuter du sujet, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui un beau couple, vraiment, Édith Lemay et Sébastien Pelletier, les parents de 4 enfants, dont 3 qui ont une maladie génétique dégénérative de l'œil. On a aussi Francine Ducharme, une infirmière, pionnière en fait, en recherche sur la proche aidance. Elle est professeure honoraire à la faculté des soins infirmiers à l'Université de Montréal. Et aussi Kim Thuy, l'autrice qu'on aime, qu'on adore. Mais je dirais qu'aujourd'hui, c'est la maman qui va nous parler de son fiston autiste, Valmont. Une belle rencontre. Bienvenue au balado des proches aidants. Saviez-vous qu'il y a environ 1,5 million de Québécois qui sont proches aidants et que plusieurs ne s'en rendent même pas compte? Aujourd'hui, pour débuter cette deuxième saison, nous voulions aborder le sujet de savoir ou pas qu'on est proche aidant, qu'on porte ce titre-là, l'accepter ou le rejeter. Apprendre à l'apprivoiser, surtout, je dirais. J'ai le plaisir d'accueillir la maman de Valmont aujourd'hui, la belle l'autrice Kim Thuy. Et je te cite, ma belle Kim, j'ai eu la chance de rencontrer un parent qui m'a dit « Il faut essayer d'être seulement le parent de son enfant et non son éducateur. » Oui. Parce qu'on est un peu tout ça quand on devient, là, quand on est un enfant avec des difficultés ou des besoins particuliers. J'ai entendu ce matin Béatrice Picard à la radio Oui. où elle disait il y a l'instruction et l'éducation sont 2 choses différentes. Et je crois qu'on s'occupe, nous, de l'instruction, mais l'éducation, il faut aussi laisser ça aux experts, de la façon de suivre avec rigueur. Mais ça doit être difficile, Kim. Tu sais, on n'a jamais parlé de ça. On s'est déjà retrouvés en entrevue, toi et moi. J'ai parlé à l'autrice, j'ai parlé à la fille de famille. Je pense qu'on n'a jamais vraiment abordé le sujet de la maman. J'aimerais ça qu'on se permette de le faire ce matin. Valmont a aujourd'hui 20 ans. 20 ans. Il est autiste, Oui. non-verbal. Oui. Il est né autiste. Oui. Valmont. Comment c'est arrivé, ça, dans ta vie? Comment tu as accueilli ça, toi? Est-ce que ça a été comme une bombe? C'est parce qu'il est le 2e enfant. Donc, je pouvais le comparer avec Justin, le premier, qui avait 2 ans de plus que lui. Donc, tu vois les bornes. Tu dis, Valmont, il marche moins vite que Justin. Il parle moins vite. Oui, mais Justin, par contre, il a commencé trop vite. Donc, Valmont, il était pas vraiment en retard à ne pas marcher à 9 mois, là. Oui, OK. Ce que l'autre a fait, lui. C'est ça. Ouais. Alors, moi, je pensais que Valmont
Valmont était en retard par rapport à Justin. Ouais. Sauf qu'il n'était pas en retard dans la motricité, point. Générale. Mais parce que j'ai fait cette comparaison-là, on a tout de suite porté une attention particulière à Valmont. Ouais. Donc, il a été diagnostiqué avant l'âge de 2 ans. Ou à peine 2 ans. Donc, on a commencé bien avant, dès la garderie. Donc, on le suivait de très, très près, je te dirais. Et la maman, la conjointe, l'épouse, le couple, comment ça a été accueilli, ça, dans votre vie? Nous, je pense que c'est la déformation professionnelle. Ouais. Quand on a eu le diagnostic, je ne savais pas du tout ce que voulait dire l'autisme. C'était un nouveau mot pour moi. Et à la sortie là, de la rencontre, on est allés chacun de notre côté pour aller travailler. Mais le soir, on avait chacun un dossier ouvert, une chemise là, qu'on a donné le titre Valmont Autisme. Puis on s'était même pas parlé. Là. Chacun, on est revenu avec un dossier. Prêt à s'équiper, là, prêt à s'informer. Puis là, on s'est assis, puis là, on a échangé nos recherches, puis on a fait un plan de match, comme on dit, là, un plan d'action. Là, qui fait quoi, quand, comment. Et donc, on a fait de la recherche aux États-Unis, en France, ailleurs au Canada, pour voir où est-ce qu'on pouvait recevoir le plus d'aide, ou sinon de connaissances là, en autisme. Ouais. Et j'ai fait ça, je te dirais, durant les 6 premières années. Un plan d'action, puis on suivait. Donc, on pourrait dire, Kim, que toi, on dirait dès le départ, tu te savais ou tu savais que tu devenais une aidante. Peut-être que tu n'avais pas le terme, le proche aidante, aidant naturel, on disait ça avant. Donc, Kim, est-ce qu'on peut dire que tu étais comme un peu déjà au fait ou déjà sensibilisée ou même ouverte au fait que tu devenais une aidante, une proche aidante dans la vie de ton enfant? Tu vois, je n'avais pas le nom. Je savais pas, je connaissais pas du tout le mot, le terme. Oui. Mais en tant que mère, tu sais, on va au front. Ouais. Comment on fait pour aider notre enfant de la meilleure façon possible pour qu'il puisse atteindre son plein potentiel à lui? Et tu sais, souvent, c'est mon enfant, ça va de soi que je vais être capable d'être son éducatrice, celle qui va le nourrir, sa psychologue, sa psychiatre, On veut avoir tous ces chapeaux-là et on pense qu'on est capable de porter tous ces chapeaux-là. C'est vrai, mais avec l'autisme, je savais qu'il me manquait beaucoup de connaissances. Oui, même si on ne connaît pas le terme de proche aidant, de proche aidance, je pense que comme parents, on veut tout faire. On pense qu'on devrait savoir tout faire. Mais dans le cas de Valmont, je savais que je ne savais pas tout. Parce que l'autisme était un nouveau sujet. Il y avait un peu de documentation, mais pas tant que ça. Non. Donc, j'avais besoin d'aller chercher de l'aide. Et je dois dire, je dois remercier l'association en Montérégie pour les parents avec des enfants en difficulté. J'ai rencontré une dame qui s'appelait Héloïse, je pense. Je la cherche encore, d'ailleurs. Je veux la remercier, mais je ne sais pas comment. On vous cherche. Kim, Julie, enfant Valmont. Écrivez-nous. Oui, je ne sais même pas si elle s'appelle Héloïse ou pas dans ma tête, ou Élise peut-être, mais elle m'a donné, vraiment, là, une carte routière presque par où passer pour aller chercher de l'aide, rencontrer d'autres parents, rencontrer des médecins, rencontrer des psychologues, rencontrer des experts. Et donc, je te dirais, je me suis éduquée plus que j'ai éduqué Valmont, d'abord. Mais il faut être équipé. Oui. Parce que déjà que c'est lourd, déjà que la vie est pas pareille, là. Tu avais déjà un premier enfant, tu sais que cette vie-là sera différente. Tu as besoin d'être équipé pour bien faire, mais pour survivre aussi. Oui, mais je n'ai pas pensé à survivre. Je te dirais, à ce moment-là, c'était plutôt comment faire pour m'équiper avec le plus d'outils possible pour pouvoir aider Valmont. Tu sais, si on avait un enfant né sans les jambes, par exemple, ben, on va aller trouver le meilleur fauteuil roulant qu'on est capable de trouver pour lui, par exemple. Et donc, dans le cas de Valmont, ben, c'était pas quelque chose de physique. Donc, je pouvais juste aller chercher de l'information, des connaissances et accompagner Valmont là-dedans. Et donc, durant, je te dirais, les 6 premières années, on était tellement dans cette vague qu'on ne se pose pas la question « je suis quoi? » Tu vis. Tu vis. On veut être efficace, on veut avoir une vie, on veut avoir une vie agréable avec notre enfant. On veut lui permettre d'avoir une vie agréable, en fait. Hein. Et c'est seulement après. Tu vois, quand tu as le temps un peu, quand les choses sont placées, quand tu as l'impression que tu sais
par où tu t'en vas et tu peux projeter un peu l'avenir de Valmont. Pas sur 10 ans ou 5 ans, mais peut-être dans la prochaine année, tu sais à peu près ce qu'il va pouvoir faire ou ce qu'il peut apprendre pour l'année qui suit. Bien là, tu peux t'asseoir et prendre un petit peu de recul puis regarder le travail de mes parents avec Valmont, autant que son père, que moi, son frère. Et c'est là où... Mais tu as aussi, il paraît que tu as apprivoisé l'idée de ne pas dépasser tes limites. Oui, dès la première journée, dès qu'on a eu le diagnostic. Parce que je dis, c'est là où on a besoin d'être très, très fort, d'être solide en tant que famille, tout le monde. Et donc, on s'est obligé à prendre des abonnements au théâtre, à l'OSM, de sortir. Pour pouvoir assainir notre corps, mais aussi notre tête pour rester toujours, en équilibre. En équilibre, pour pouvoir offrir à Valmont le meilleur de nous-mêmes, qu'on ne se dépasse pas, qu'on se brûle, puis là, on ne peut plus l'aider. Ah non, mais c'est ça le problème de la proche aidance. C'est comme on veut porter tous les chapeaux, on s'en rend pas compte. Puis ça devient une mission. C'est mon mari, c'est mon enfant, c'est mon conjoint. Il est là le danger, parce que pour rester debout, il faut être fort nous-mêmes. Il faut être fort nous-mêmes. Bien, comme dans l'avion. Quand il y a turbulence, il faut te mettre le masque sur toi-même en premier. Avant d'aider l'autre. Oui, parce que le réflexe, c'est... Oui, le réflexe, c'est on aide notre enfant à côté, oui, alors que non, si toi, tu n'as plus d'air, tu ne peux pas l'aider. Donc, il faut que tu sois en forme, toi, en premier. Ah, c'est tellement une belle comparaison, c'est tellement une belle image, Kim, là. Je suis certaine, on la voit, l'image, là. Tu vois, mais c'est pas notre réflexe naturel. C'est jamais notre réflexe naturel. Donc, il faut parfois aller contre soi-même pour pouvoir mieux aider. Donc, Valmont, tous les vendredis ou presque, ma mère le garde. Ma mère me l'a imposé. Elle dit, je le garde à coucher jusqu'au samedi. Tu viendras le chercher juste samedi pour que j'ai au moins une nuit complète. Parce que Valmont ne dormait pas entre 2h et 5h du matin. Et donc, pour peut-être 3-4 jours par semaine durant ces 3 premières années de vie, là, donc c'était très, très difficile sur nous, sur n'importe qui, sur n'importe quel parent. Donc, pour elle, c'était une discipline que la nuit du vendredi au samedi, qu'on dorme tout le monde, qu'on ait une nuit. Donc, elle a dit, moi, je peux prendre une nuit blanche, c'est pas grave, j'ai les 6 autres nuits. Mais tu vois, mais au moins, je te dis vendredi, mais très souvent, elle va prendre plus qu'une nuit ou une soirée là, dans la semaine. Et pour les cadeaux de Noël, j'ai demandé aux grands-parents paternels là, de Valmont, j'ai le seul cadeau que je veux, c'est nous offrir 24 heures. C'est de temps en temps, là. C'est ça qu'on veut comme cadeau de Noël. Non, parce qu'eux, ils habitaient loin. Ils habitaient au lac. Donc, j'ai dit au lac Saint-Jean. Donc, quand ils venaient, oui, ils nous aidaient, tout ça. Mais j'ai dit, pour notre cadeau de Noël, là, n'offrez rien d'autre que ça. Donnez-nous 24 heures pour qu'on puisse manger chaud, pour qu'on puisse juste lire le journal. Je sais pas, niaiser. Une heure juste pour, c'est ça, se demander qu'est-ce que je ferais bien ou écouter nos élans. Fermer la porte de toilette. Oui. C'est juste le fun des fois d'être dans le bain pendant 1 heure. Donc, je trouve ça intéressant parce que ce que tu dis, c'est qu'il faut... Prendre soin de soi. Oui, mais tu dis, il faut piler sur soi pour dire non, tu vas prendre soin de toi. Il faut se l'imposer. Oui. Puis pour se retrouver à l'OSM, pour se retrouver au théâtre, si on est bien organisé puis bien équipé, on va être capable d'y aller puis on va être capable... Puis on s'oblige à le faire. Ouais. Parce que c'est jamais facile de s'organiser. Mais il faut le faire. Même si, je te jure, on dormait à l'OSM. Parce qu'on ne dormait pas les autres nuits. Donc, dès qu'on allait dormir à l'OSM. Oui, je te jure. J'étais tellement gênée parce qu'à un moment donné, on était à la 5e rangée là, de Ken Nagano, magnifique Ken Nagano devant. Puis je dormais dur. Mais qu'est-ce que tu veux? Je dormais pas. Ça c'est faisait pas grave. Partie de... Mais c'est une thérapie. Pas une thérapie. Comment on dit ça? Là? C'est un moment de bien-être. Absolument. Que tu te nourris pour que tu puisses continuer. Oui.
Tu as aussi développé, Kim, quand on lit la recherche, tu as vraiment réussi à développer un réseau d'aide solide autour de toi. Oui. Est-ce que tu te souviens la première chose que tu as fait pour aller chercher... À qui tu as parlé en premier? La directrice D'une école. de la garderie. De la garderie. Oui. Valmont, il n'y avait pas 2 ans encore. Là. C'était sa deuxième garderie parce que la première, ça n'a pas fonctionné du tout. La deuxième, j'arrive et la directrice n'avait jamais eu d'enfant autiste avant. Puis moi non plus, je savais pas qu'il était autiste. J'ai juste dit, je pense que c'est difficile. Je sais pas si vous allez être capable de le garder ou pas. Et elle était assez gentille et généreuse pour me dire, on va essayer. Puis elle a vraiment engagé une personne de plus juste pour Valmont. Mais je ne savais pas tout ça. Et elle m'a rappelé plus tard, là, j'avais oublié, mais apparemment, je déposais Valmont dans la classe, puis je m'assoyais sur un petit tabouret en plastique dans les casiers, puis j'attendais. Parce que je me disais, dans 1 heure, elles vont me dire... capable, fait qu'ils vont m'appeler, je suis aussi bien de l'attendre ici. Donc, ils me permettaient de m'asseoir sur un petit banc là, de plastique là, dans les casiers pour attendre. Puis est-ce que ça arrivait, effectivement? Ben non, parce qu'elles ont engagé quelqu'un, tu sais, elles voulaient vraiment me soutenir. Et c'était elle qui me disait, bon, si tu es vraiment inquiète, on va demander au CLSC pour un diagnostic, pour une observation, là, je ne sais pas comment bon mot, là, mais une psychologue qui va venir observer Valmont. Et c'est comme ça. Donc, c'est grâce à la garderie, à toutes ces femmes-là qui m'ont portée. Là. Puis quand j'arrivais... je trouve ça beau, toutes ces femmes-là qui m'ont portée. Mais vraiment. Puis pendant la sieste, des fois, j'allais le chercher j'allais toujours le chercher plus tôt que les autres parce que je savais que c'était difficile pour la garderie. Donc, vers 2h, 2h30, là, j'arrivais, puis ils étaient en pleine sieste. Et là, Valmont dormait. Mon Dieu, c'était comme un miracle qui dormait. Donc, personne ne voulait le réveiller. Ben oui. Et donc, les femmes, les éducatrices me donnaient un petit matelas, un tapis. Oui, un petit tapis. Puis, je dormais aussi. Pendant 5 minutes, 10 minutes. Pendant que t'en profitais toi aussi. Oui, toute la classe dormait. J'étais dans le couloir ou des fois c'est parce que j'avais pas le droit d'être avec les enfants, je pense. Là. Donc, ils me mettaient dans un petit coin. Puis, je dormais les 5 minutes ou les 10 minutes que c'était possible de faire. Donc, tu sais, quand je te dis je t'ai portée, c'est vrai là, que ces femmes-là m'ont permis de récupérer. Aussi à travers le fait d'aller chercher de l'aide. Hein? Tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, quand on va chercher de l'aide, on se rend compte que ces gens-là nous portent. Mais oui. Vont nous aider à faire le chemin bien plus qu'on le pense. Mais oui. Parce que des fois, on est pris dans la honte, dans la colère, dans tout ce qui vient. On est déçu. Puis on veut surtout pas partager ça avec personne, mais on se rend compte à quel point tous ces gens-là qui nous aident nous portent. Puis tu sais, les éducatrices sont des expertes. En tout cas, elles envoient tellement des enfants. Donc, sont capables de comparer et de voir la différence. Et elles connaissent le système, elles connaissent la machine pour nous aider. Donc, oui, moi je suis née faible, hein? Alors, je suis toujours en train de demander de l'aide. J'ai pas honte. Non, mais c'est vrai. Donc, tu sais, je prends pour acquis, tu sais, que je suis pas capable. Donc, je demande de l'aide à tout le monde. Demander de l'aide. Oh, mon Dieu. Ça s'apprend, ça. Mais non, mais toute ma vie, c'est ça, là. Sinon, j'avance pas tout seul, là. Je suis comme une roche. Quelqu'un me prend, me met sur une autre roche. Mais sinon, j'avance pas tout seul. Je suis vraiment portée par tout le monde. Tu sais, comment on dit ça, là? Tu sais, à une course à relais, là. Oui, on me prend puis on donne au prochain. Et puis, c'est une chaîne. C'est une chaîne. Ouais. Chaque maillon a sa place et son rôle. Ultimement, tu dis que ta job, c'est de voir comment Valmont voit la vie pour qu'il ait une bonne vie, lui donner les outils. C'est ça ta job. Oui. C'est ça que tu as compris. J'ai compris qu'il avait un cerveau complètement différent que le mien, en tout cas de sa famille, parce que, il a un cerveau autistique et qu'on ne connaissait pas. Et c'est comme un bébé, en fait, qui ne peut pas te dire comment il ressent, qu'est-ce qu'il est en train de vivre. Et encore à 19, 20 ans, là. Oui. Il est non-verbal. Ce qui est non-verbal. Oui. Donc, tu sais, un bébé, ce qu'on fait quand il commence à ramper, on rampe aussi, juste pour voir où sont les prises, où sont les choses fragiles, les choses coupantes, par terre, pour qu'il ne se blesse pas. Donc, pour Valmont, je dois faire la même chose. Je dois rentrer dans sa tête à lui pour regarder la vie de la même manière que lui. À travers ses yeux, oui, lui. Hein? Pour voir qu'est-ce qui est hostile pour lui. Qu'est-ce qui le dérange? Qu'est-ce qui lui fait mal? Qu'est-ce qui est difficile pour lui pour que je puisse,
rendre son environnement moins hostile. L'équiper du mieux possible. Hein, ouais. Ou que lui montrer des façons de faire pour que ce soit plus facile pour lui. Et donc, c'est mon travail de mère, je te dirais, de voir, de faire ces observations-là et après ça, d'aller chercher les spécialistes pour qu'ils me disent comment faire, comment régler. Parce qu'en lui donnant des outils, ça te facilite ta vie à toi ben aussi. Oui. C'est logique, hein? Ben oui, quand il est bien, t'es bien. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux? On est connecté par le cordon ombilical. Oui, c'est fort, c'est puissant. Quand notre enfant est triste, ben, qu'il soit astronaute ou médecin, s'il est triste, t'es triste, là. Absolument. Alors, la seule chose que je vise dans la vie, c'est que les enfants soient heureux. Et Justin, ben, il parle. Donc, je pense qu'il est capable de me dire s'il est content ou pas content. Alors que Valmont, il ne peut pas. Donc, je dois vraiment observer. Et aujourd'hui, au moment où on se parle, je te dirais, je pense qu'il est heureux à 95 du temps. Hey, c'est pompé. Et pour moi, j'ai fait ma job, là. Absolument. Est-ce que tu dirais, Kim, à travers ton parcours, à travers votre parcours, dirais-tu que hier et aujourd'hui, il y a une différence avant au niveau des services qui étaient disponibles comparativement? Oui, hein? Ben, on comprend mieux déjà. Oui. On comprend mieux, on a plus d'outils. Donc, puis le bonheur n'est pas permanent. Hein. C'est sûr qu'on l'accompagne. Chaque âge a ses défis. Hein? Ses défis, ses épreuves. Et donc, je continue le travail. On baisse pas, on baisse pas les bras. Là. C'est pas que je dis, il est à 95 que demain, ça va l'être aussi. Ça va toujours être à continuer. Là. Oui. Ouais. Donc, c'est un travail, on continue. Et aussi, je sais d'avance que je suis pas... je suis éphémère, tu sais, je peux mourir n'importe quand. Donc, il faut organiser pour qu'il y ait des gens autour de moi que si je tombe, ils continuent à avoir un filet. Je voulais te poser cette question-là. Comment tu vois l'avenir pour Valmont? Est-ce que, de toute évidence, la réponse, c'est oui, mais est-ce que tu penses... Tu es aussi en mode d'organiser son futur. Ben oui. Je pense à la fondation de Véro et Louis pour les adultes autistes. Il y a aussi la fondation Autistes et Majeurs. Là, de plus en plus, hein, on le voit. Donc, tu es là-dedans aussi, toi. Oui. Puis moi, c'est l'éducation. Je trouve que c'est important de leur permettre de continuer à s'éduquer. Tu sais, nous, à 21 ans, on continue à aller à l'école. Il y en a plein, absolument. Maîtrise, doctorat. Tu étudies aussi longtemps que tu veux. Mais pour eux, qui ont besoin de plus de temps pour apprendre, on leur coupe. On leur enlève la possibilité de continuer à s'éduquer. Donc, je te dirais, je suis en train de travailler Valmont à 20 ans. Donc, j'espère qu'à 21 ans, là, je vais avoir la capacité puis je vais avoir réussi à monter une petite classe pour Valmont de façon expérimentale peut-être, puis après ça, peut-être aller chercher de l'aide nécessaire pour que ces classes-là se multiplient un peu partout. Non, parce que souvent, ces adultes-là se retrouvaient dans des CHSLD ou des contextes avec des personnes beaucoup plus âgées qu'eux ou des personnes avec différentes limites, c'est pas leur place. Oui, parce voilà. qu'ils peuvent continuer à évoluer, puis c'est ça l'important aussi. Puis on sait aujourd'hui, quelqu'un qui a, je sais pas, qui est hyperactif apprend différemment que quelqu'un qui ne l'est pas. Donc, il faut organiser l'environnement pour qu'il puisse le faire. Valmont, il peut pas étudier dans une classe de 30 personnes, mais il peut étudier dans une classe de 6. Dans une classe de 10. À partir du moment où on sait ça, c'est de travailler dans ce sens-là, hein, de développer un contexte comme celui-là. Pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, en terminant, ma belle Kim, les parents, ceux qui, justement, sont des proches aidants ou qui sont en train d'apprivoiser l'idée d'être et de devenir un proche aidant, qu'est-ce que tu leur dirais par rapport à... Prenez soin de vous. Prenez soin de vous en premier. Vraiment, il faut... pas d'être égoïste. Non. Parce qu'il faut être fort pour pouvoir aider. Si on n'est pas si on sait qu'on est la locomotive, on n'a pas le choix. Il faut qu'on... Du gaz dedans, hein? Oui. Là, j'allais dire charbon, mais c'est plus charbon. Mais l'électricité, la locomotive, on doit se nourrir, on doit se fortifier, on doit vraiment se solidifier. Se donner du temps de répit, bien s'alimenter, faire de l'exercice, voir des amis, aller au théâtre, aller à l'opéra, même si on dort, c'est pas grave. Même si on dort, on y va, parce que là, la recherche le montre aussi, le cerveau, quand il dort avec des sons et tout ça,
notre mémoire continue à travailler, le cerveau continue à travailler, puis on se réveille avec vraiment une meilleure mémoire. Donc Absolument. oui, même si on s'endort à l'OSM, allez-y. Puis vraiment, ben là, tu sais, j'ai nommé l'OSM, mais il y a Ah non, mais ça plein peut de être juste groupes aller de manger musique. avec un ami, aller prendre Oui. un café, prendre 1 heure ou 2. Prendre une marche. Oui. Prenez une marche, Ouais. mais prenez un bain, un long bain. Se donner le droit de se ressourcer. Idéalement ailleurs, Oui. sortir de la maison. Parce que c'est pas un sprint. Non. Un proche aidant, c'est souvent un marathon à la vitesse d'un sprint. Ouais. C'est ça l'affaire. C'est de fond, hein? C'est Fond, fou. longtemps, sprint, longtemps, là. Oui, c'est tu sais, plein courir un d'équilomètres. marathon à la vitesse d'un sprint, il faut beaucoup de force. Donc, il faut prendre soin de soi, vraiment, encore et encore et encore. Oui, aller manger un cornet de crème glacée, là. Oui, oui. En amoureux, en couple, Oui, hein, avec une amie. Merci, Kim Thuy. C'est toujours le fun quand tu viens. Puis c'est un beau cadeau que tu nous as fait aujourd'hui. ah ben merci. Oui, j'embrasse tes 2 grands garçons pour nous. Merci beaucoup, puis Kim. c'est important ce que vous faites. Ils sont tous 2 parents de 4 enfants âgés entre 4 et 10 ans, dont 3 qui ont une maladie dégénérative de l'œil. Et face à cette réalité-là, le couple a décidé d'offrir à leurs enfants le cadeau de voir le monde afin de créer des souvenirs dont ils se souviendront longtemps dans leur vie. Édith Lemay et Sébastien Pelletier, bonjour puis bienvenue. Merci, bonjour. Merci d'être là. Je trouve ça tellement touchant et immense, cette idée-là de voir le monde. Parce que j'imagine voir le monde maintenant, puisque éventuellement, dans pas longtemps, dans quelques années, ils vont perdre la vue, vont devenir complètement aveugles, vos enfants? Bien, on ne le sait pas. OK. Puis on ne sait pas dans combien de temps. Fait que oui, ils vont perdre leur champ de vision. Avec la rétinite pigmentaire, le champ de vision disparaît de l'extérieur vers l'intérieur. La rétinite, comment ça s'appelle? Rétinite pigmentaire, C'est ça, la maladie C'est- de l'œil, oui. là. Maladie génétique. dégénérative. OK. Mais on ne sait pas. Tu sais, pour l'instant, on connaît le gène qui fonctionne pas, mais on ne sait pas si ça va être très rapide ou très lent. Fait que il y a certaines personnes qui vont garder un certain, comme le centre de la vision, puis il y a des gens qui deviennent complètement aveugles dans la vingtaine. Fait que Et vous, quand le premier est né, est-ce que le premier avait ce problème-là? Mia, oui, Mia, quand elle est née, la première, elle avait ça, mais on s'en est pas rendu compte tout de suite. Ça a été vers 2 ans et demi, 3 ans. là. Quand même, hein? Ouais. C'est long avant que... Ben, le premier symptôme, c'était elle ne voyait pas dans le noir, mais au début, on disait elle est somnambule, elle fonce dans les murs, c'est normal. Mais plus ça avançait, on lui mettait un objet en avant, puis elle essayait de l'attraper dans le vide. Fait que, on s'est dit, ben, elle voit vraiment pas, c'est peut-être pas normal. Là. Puis c'est là qu'on a entamé la réflexion, puis de voir, ben, effectivement, elle ne voit pas dans le noir, mais ça a pris quelques temps aussi avant qu'on évolue vers il y a quelque chose de plus en arrière de ça. Oui, oui. Et après ça, vous avez eu un deuxième enfant, même chose. Et est-ce qu'on vous a dit, c'est génétique, tous vos enfants peuvent avoir ça? Bien, en fait, on ne l'a pas su avant. Tu sais, quand on a commencé l'investigation pour Mia, ça a été très long. Il était pas capable de donner... C'est pas quelque chose qu'on peut voir dans l'œil. La seule façon, c'était le test génétique. Fait que le temps qu'on ait accès à un test génétique, puis entre le moment où on a fait la prise de sang puis le moment où on a eu un résultat, il s'est écoulé 2 ans. Fait qu'il y a eu 2 mon Dieu, ans, ben oui. puis tu sais, comme un dernier bébé, là, le 4e est arrivé pendant ce temps-là. Fait que quand notre dernier enfant est arrivé, on n'avait pas encore un diagnostic. Ces symptômes pouvaient être ce qu'on appelle un stationary night blindness, qui est quelque chose qui est stable. Donc, sa vision de nuit, elle serait pas très bonne, mais Pas grave, on dort. c'est ça. Tu sais. Ça aurait été le bon Ça scénario. aurait été le bon scénario. Puis dans notre tête, c'était clair que c'était ça parce que la rétinite pigmentaire, on connaissait pas ça. Il y en avait pas dans nos familles. Puis on dit... tu sais, je me rappelle quand on avait googlé les symptômes, puis là, on fait... Puis là, j'étais tombée sur la rétinite pigmentaire, puis là, j'avais eu un petit moment de panique. Puis après, je m'étais dit, bien là, calme-toi, là, t'es en train, tu sais, de te magasiner un cancer sur Google, tu sais, parce que tu vois trop les pires scénarios. Mais c'était vraiment ce scénario-là. Mais on l'a su après que le 4e était né. Je suis curieuse. On se parle sincèrement et honnêtement. Quand on est un couple et qu'on a 4 enfants et qu'on décide d'avoir 4 enfants,
et qu'on se rend compte que 3 de nos enfants ont ce problème-là, ont cette problématique-là dans leur vie, comment on réagit? Ben, c'est un peu aussi, tu sais, les phases de un peu, comme on dit, négation, après ça. C'est les phases du deuil. Vraiment comme un deuil, c'est le deuil de l'avenir. Tu sais, quand on a des enfants, je pense que tu as tout le temps tu t'imagines un certain avenir pour ton enfant, puis c'est un peu de faire ce deuil-là. Vous disiez, Sébastien, la négation au départ, ça se traduisait comment dans votre cas? Ben, c'est un peu le processus du deuil où tu te dis ça se peut pas, ça peut pas être ça, il doit y avoir des choses, puis après ça, tu passes. Le test n'est pas vrai. Ouais, c'est ça. Ils se sont trompés. Après ça, t'as la frustration, après ça, l'acceptation, puis tout ça. C'est vraiment des étapes qui. Difficile. Comme ma conjointe a dit, c'est difficile parce que tu te dis, mes enfants pourront peut-être pas vivre tout ce que j'ai vécu. Tout ce que tu t'imagines comme parent, tu te dis, ben, mes enfants, je veux qu'ils fassent, tu sais, qu'ils puissent s'épanouir puis tout faire. Puis tu te dis, il va y avoir des limitations. Puis à quel point ça va être limitant. C'est ça qui est un peu paniquant comme parent. Là. Donc, des deuils, hein, c'est ce que vous dites, c'est toutes sortes de petits deuils. Des petits deuils. Puis, en tout cas, dans mon cas, ce qui était super difficile, c'est de dire, tu sais, d'avoir un diagnostic. Puis là, on fait des. Tu sais, moi, je me lance dans l'information, je fais des recherches. On va essayer de trouver des traitements quelque part, quelque chose pour l'aider. Mais il n'y a rien. Il y a absolument rien. C'est comme, ben voici, puis on ne peut rien faire. Est-ce que c'est ce qu'on appellerait comme une maladie orpheline, un peu? Oui, là? ça fait partie des maladies Ça fait partie orphelines. de ça, Ouais. hein. Il y a de la recherche, mais pour l'instant, il n'y a pas de traitement, puis il n'y a pas de ralentissement. Fait que c'est vraiment, dépendamment de l'individu, ça peut aller vite comme ça peut aller moins vite, mais il n'y a pas de solution qui, aujourd'hui, fonctionne. Fait que, Et est-ce que la plus vieille, ce que j'ai compris, a 10 ans, c'est ça? Oui. Plus jeune, 4 ans? Oui. Donc, est-ce que, et j'imagine qu'il faut l'aborder à un moment donné, est-ce que vous parlez de ça dans la maison avec les enfants? De toute évidence, ils sont 3 sur 4 qui ont ce problème-là. Fait que ça se vit comment au quotidien? Et ça a été une des choses vraiment difficiles parce que on sort de chez le médecin, on a un beau diagnostic, puis on se dit, on s'en va dans 1 an, bonne chance. Mais là, moi, je me retrouve avec ce diagnostic-là, avec une petite fille qui avait 7 ans à l'époque. Mais là, mon questionnement, c'est est-ce que je lui dis? Tu sais, elle est en âge de Bonne comprendre, question. mais là, tu sais, en ce moment, ça ne change rien à son quotidien. Enfin, il y avait comme deux façons de voir les choses. Soit je dis, mais je lui laisse vivre son enfance dans l'innocence pour pas que ça la stresse, puis tout ça. Ou je lui dis maintenant pour pas qu'elle ait un choc plus tard. Puis je n'étais pas capable. Puis là, j'aurais aimé avoir des ressources, me dire, y a-t-il quelqu'un qui peut me donner c'est quoi la bonne réponse? C'est quoi la bonne façon de faire? Puis finalement, j'ai trouvé du support avec l'Institut Louis Braille, une travailleuse sociale qui est vraiment, juste de s'asseoir avec moi, de faire le tour de la question. Puis la réponse était un petit peu, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Réponse, c'est vraiment, ça dépend de ton enfant. Puis en discutant, notre fille est vraiment axée sur les solutions. Fait qu'on s'est dit, elle est très rationnelle, elle n'est pas super anxieuse ou émotive. Puis on trouvait que de lui cacher, oui, c'était pire. Mais on avait peur un peu que, de lui dire à l'adolescence, c'est plus dur à accepter ce truc-là quand tu as commencé à faire des projets d'avenir. Que de l'apprivoiser très jeune, puis tu développes tes capacités à travers les années. Puis aussi, elle aurait pu avoir un ressentiment envers ses parents, de dire, vous me l'avez caché, puis je ne le savais pas. Fait, aussi, c'est pas simple. Fait que là, c'est un peu la décision de dire, annonce-y, puis, que ça fasse partie d'elle de sa vie. Et qu'elle puisse non pas se voir en victime, mais se voir, ça fait partie de moi, donc je vais travailler avec. Puis comme vous dites, on connaît nos enfants. Hein? Ils disent, on est toujours les meilleurs juges. Hein? Peu importe ce qui arrive à nos enfants, on se fait souvent dire ça. C'est vous qui le savez, là. Oui, il y a des médecins, oui, il y a des... Mais vous, là, c'est quoi votre instinct? C'est quoi votre sentiment intérieur? Puis vous le dites vous-même, Édith. Ma fille, vous saviez qu'elle avait la capacité ou la force d'entendre ça. Oui. Mais c'était... Puis là, après ça, c'est de dire, mais comment on lui annonce? C'est pas... Fait que vous avez fait ça comment? Je suis curieuse. Quel mot vous avez utilisé? Ça a été... on n'avait pas planifié. On était encore dans le... On avait pris la décision de lui dire, mais on n'avait pas encore décidé du comment. Puis... un
un midi, je dînais tout seul avec elle. Puis c'est rare que je suis tout seul avec ma fille, là, avec 4 enfants. Puis ça a donné qu'on a mangé ensemble. J'imagine. Puis le sujet a été abordé. On a parlé d'handicap, je crois. Je me rappelle plus comment c'est arrivé, mais Là, elle a 6 ans. elle avait 7 ans. OK, 7 ans. Mais là, c'est comme j'ai vu la porte assez ouverte. Tu sais, on a commencé à parler d'handicap, puis j'ai juste glissé ça comme ça. Parce qu'elle savait qu'elle avait des problèmes avec ses Oui, yeux. parce qu'elle tu sais. a le vit. Elle allait voir un ophtalmologue. On allait voir un ophtalmologue, mais tu sais, ça n'avait pas beaucoup d'impact sur sa vie. C'était juste le soir. Elle savait que dans le noir, elle ne voyait pas bien, mais c'était tout. Fait que j'ai juste ouvert la porte de dire, tu sais que tes yeux, là, tu vas perdre la vue. C'est possible que tu perdes la vue plus tard. Hein? Puis là, j'ai laissé ça rentrer. Puis là, j'attendais la réaction. Puis je me rappellerai toujours de sa réaction. Elle a comme réfléchi un petit peu. Ah, plate. Ça a été l'ampleur de sa réponse. Oh, wow. J'ai dit, ah, OK. Mais puis je me suis dit, ben elle doit pas saisir ce que ça veut dire. Elle n'a pas vraiment compris. Puis j'ai élaboré un petit peu, puis elle avait bien compris. Tu sais, même plus tard, là, elle m'est revenue, puis elle a dit, maman, il faut que je garde ma chambre propre. Je vais me pratiquer à garder ma chambre propre parce que comme ça, je vais retrouver mieux mes affaires quand je verrai plus. Je dis, ah, OK. Elle avait compris, puis je l'ai vue se pratiquer à se déplacer les yeux fermés. Fait que je voyais qu'elle avait bien compris, mais... Elle est en mode solution. Elle est en mode solution, d'essayer de voir mon Dieu, ça. c'est impressionnant, hein? D'intégrer, pas juste je l'ai entendu, je le sais, c'est que là, je vais le mettre en pratique, puis c'est ma réalité, c'est ce que vous sentiez de votre fille. Puis ça l'a aussi confirmé, je pense, notre choix aussi, de dire, parce qu'elle était comme assez jeune pour comprendre ce que ça veut dire sans mesurer l'ampleur de l'impact que ça va avoir sur sa vie. Mais ça, vous le dites, Sébastien, sans dramatiser. J'imagine que vous ne l'avez pas dramatisé non plus. Non. Ce qui fait que... Nous, en fait, le but, puis c'est un peu ça, c'est une fois que ça fait partie de toi, comme beaucoup d'autres maladies ou d'autres problèmes, ben ça fait partie de ta vie. Fait que qu'est-ce que tu peux faire qui fait en sorte que ça va être ta vie à toi et tu vas la bâtir comme tu veux? Oui, tu as ce handicap-là, mais ça n'empêche pas que tu vas pas en mourir, etc. Donc, prends-le, entre guillemets, prends-le à l'intérieur de toi, puis fais-en le mieux possible. Là. Puis l'idée, je trouve ça tellement extraordinaire. Ben, à ce moment-là, à ce stade-ci de leur vie, ils voient. Fait qu'on va leur montrer le monde pour qu'ils emmagasinent des images. Que, exemple, dans 15 ans, quand on va parler de telle montagne, ils ont emmagasiné. Ça se traduit comment, cette idée-là de voir le monde dans le concret? Bien, au départ, c'est vraiment... moi, quand j'étais en mode solution, je voulais faire des actions, puis j'aurais voulu qu'elle apprenne le braille. Puis là, c'était compliqué avec le système scolaire. Puis elle voyait comme trop pour apprendre le braille. Puis il y a une des intervenantes qui nous a dit, bien, à ce point-ci, la meilleure chose à faire, c'est de remplir leur mémoire visuelle. Puis elle me parlait, elle dit, regardez des livres avec des éléphants, voir qu'il y a des images de choses qu'ils pourraient ne pas avoir vues. Puis là, si on a pris ça, puis ça s'est traduit, bien, des éléphants, c'est bien beau dans un livre, mais tant qu'à ça, on va aller les voir, les éléphants. On va voir c'est quoi des girafes, on va voir c'est quoi la savane. Un voyage en train, le voyage qui défile. Vraiment de remplir leur mémoire de beaux paysages pour qu'il y ait ça à se référer. C'est tellement génial de vous entendre dire ça. Ça prend beaucoup de... Mais je vous regarde, ça fait pas longtemps qu'on se voit, là, qu'on se connaît depuis quelques minutes, mais je pense que vous deux, vous êtes très solides. Vous faites une équipe, je pense, assez magnifique ensemble. Ça se voit tout de suite. Ça se sent tout de suite, l'équipe que vous formez tous les deux. Vous êtes d'accord, Sébastien? Oh, oui, on fait de notre mieux, mais en même temps... Ça vous émeut. Ça vous émeut d'entendre ça, oui. hein? Mais tu sais, on a une super belle famille puis une belle unité. Fait que... Mais c'est la base, hein? C'est vrai, quand tu as la base là, qui est solide comme ça change pas la réalité, mais ça va changer la façon qu'on vit la réalité à tous les jours. Puis, tu sais, ce qui est le fun, c'est aussi, oui, comme parents envers nos enfants, mais entre les enfants aussi. Puis la pandémie, ça a eu beaucoup de désavantages, mais il y a aussi, ils ont développé une belle synergie de groupe. Puis ils ont eu l'avantage d'être les 4 ensemble. Fait que, tu sais, c'est 4 amis. Fait que tout ça aussi fait en sorte que, tu sais, notre voyage, la pandémie, si on veut, ça nous a confirmé que
bon, il va y avoir des hauts et des bas, on s'entend, mais de pouvoir partir tout le monde ensemble, ça va être une belle aventure. Là. Fait que non seulement ils vont pouvoir voir plein de choses, mais ils vont aussi pouvoir vivre des choses uniques ensemble. Oui. Puis est-ce que c'est là, ça fait presque 2 ans qu'on est en pandémie, fait que mettons que ça a limité nos voyages. On est plus dans les livres puis dans les images, comme vous disiez tantôt. Mais ça va concrètement, là, oui, j'imagine juste le Québec, découvrir le Québec, mais est-ce que vous avez des projets de dire, il faudrait vous parler de la savane, là? Un jour d'aller, aller en Europe? Est-ce qu'il y a des endroits précis dans vos rêves que vous aimeriez réaliser? En fait, il y a plein d'endroits qu'on veut voir. Mais là, le projet, c'est vraiment de partir 1 an. Carrément, là, oui, on arrête tout. On ramasse notre argent. En fait, va partir un on an. devait était cédulé pour juillet 2020. Puis on partait 1 an. En 2020, on partait 1 an autour du monde avec nos enfants. On avait un itinéraire, tout était fait. Wow! Puis là, la pandémie a mis la hache là-dedans. Mais, fait que là, on a profité des 2 étés de la pandémie pour faire ça au Québec. De vivre dans un pays, une province aussi magnifique. C'est ça, d'être confiné d'un aussi bel c'est endroit, ça. c'est quand même une chance. C'est là. ça, quand On a même. fait la Côte-Nord, la BTB, on était allé aux îles de la Madeleine, donc on en a profité. Mais là, on devrait... J'ai du bois, si tout va bien. On devrait partir en mars. Fin mars. Et ça commence où? En Namibie, en Afrique. En Afrique australe. Puis c'est un des endroits qui... nous, on y a déjà été il y a 12 ans, mais... Le voyage de noces. Mais c'est des paysages fabuleux. Il y a du désert, il y a... Des couleurs il y a exceptionnelles. la savane, etc. Fait que, il y a des animaux. Fait qu'on s'est dit, étant donné qu'on est en pandémie, on ne sait pas si on va être capable de faire 1 an, si on va pas être obligé de revenir. Fait qu'on s'est dit, on va commencer par, au lieu de finir avec le plus beau, on va commencer. On part là, on va faire ça, puis après ça, on a honnêtement plus d'itinéraire parce que ça va dépendre des restrictions, ça va dépendre. Il y a la Mongolie qu'on veut vraiment faire parce qu'Émilie, elle adore les chevaux. Fait qu'il y a la Mongolie. Là, les enfants doivent être énervés de ça, là. Dernièrement, ils commencent. Plus, mais tu sais, les enfants, ça vit au jour le jour. Hein? Fait on part, c'est pas tant concret. Là, ça commence à l'être plus parce que là, ça fait 2 ans qu'on en parle, puis les gens leur en parlent à l'école. Fait que de plus en plus vrai, là. oui, Là, c'est ça, c'est les autres élèves à l'école. C'est bon, mais vous partez quand, là? Ça fait longtemps que vous en parlez, là. Allez-vous finir par partir? Hey, on n'a jamais autant parlé d'un projet qui a pas commencé. Là. Est-ce que vous avez réussi, parce qu'on parle de proche aidance, veut pas, là, ça nous ramène aussi à ça. Vous êtes les parents de ces 4 enfants-là, mais vous êtes à même de constater que vous êtes de proches aidants aussi, des parents proches aidants. Ça a-tu été difficile? C'est-tu difficile à apprivoiser cette idée-là de... Ben non, je suis une mère. Oui, t'es une mère, mais on peut pas porter tous les chapeaux comme on voudrait donc les porter. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Même pas tant. La ligne, en tout cas, pour moi, la ligne entre proche aidant puis maman, elle n'est pas encore... Tu sais, je pense que quand un bébé veut pas... Ça demande tellement de soins, tellement de s'occuper que, tu sais, à un moment donné, la ligne où tu dois t'occuper plus d'un enfant qu'en temps normal, mais pour nos enfants, ça ne s'applique pas encore. Pas encore, mais dans le futur, c'est de dire à quel point ils vont avoir besoin d'aide ou au-delà de ce qu'un parent fait. Il y a de tout, ça, là. Oui. Mais tu sais, être un proche aidant, c'est aller chercher les outils que ça. vous n'avez pas, là. Vous n'êtes pas, je dis n'importe quoi, mais vous n'êtes pas spécialiste en vision oculaire, vous n'êtes pas psychologue. Presque. Oui, c'est vrai qu'on le devient, par exemple. Hein? Mais tu sais, c'est ça aussi, être un proche aidant. C'est oui, t'es un papa, t'es une maman, mais t'es la personne qui va aller chercher les outils pour leur permettre de continuer à évoluer. Mais c'est un peu une réalisation de dire, comme parent, des fois, tu te dis, ben, j'ai fait ma job, je les ai envoyés, ils ont eu leurs études, tout ça, puis après ça, ils voleront de leurs propres ailes. C'est toujours vrai dans la mesure où ils vont pouvoir le faire, mais c'est de dire que on va peut-être devoir apporter un support continu le restant de nos jours, puis ça, je l'accepte très bien. C'est plus, comme on dit, on veut pas victimiser nos enfants, mais on va être là, puis ça, je pense qu'on l'a accepté de dire, on va faire tout à notre pouvoir pour l'aider, puis nos parents font de même dans la mesure où ils peuvent. Fait que tu vois vraiment que tout le monde se
se met ensemble pour Ouais. ce but-là. Puis dire, Comme un réseau là, qui s'est Ouais. développé aussi, T'sais, de penser de la même façon. C'est ça. puis, Le peu qu'on peut faire maintenant, mais on va quand même tout faire en notre pouvoir qui est aller au-delà, comme Edith disait, aller te voir, on peut-tu leur apprendre le braille, y a-tu d'autres choses à faire, etc. Ben, on va continuer à le faire. Puis, tu sais, nos enfants, une des choses qu'on veut vraiment leur transmettre, c'est, oui, il y a quelque chose de gros qui t'attend dans ta vie. Tu sais, vous allez avoir des épreuves. Tu sais, Des on le sait que défis. c'est des défis, mais on veut vraiment leur apprendre à voir ces défis-là comme des occasions de grandir, des occasions d'apprendre. Tu sais, fait que c'est quelque chose qu'on veut leur transmettre, mais c'est aussi ce qu'on doit vivre. On doit le vivre comme ça. Fait que, tu sais, de ne pas voir cette idée-là d'avoir des enfants handicapés comme quelque chose de négatif, Ouais. mais plus comme une occasion de nous dépasser, une occasion d'apprendre, d'aller chercher quelque chose. Fait que de regarder c'est quoi le positif que ça va nous apporter, nous, en tant que personne. Où ça va nous amener, à quoi ça va nous amener. Fait qu'en le regardant comme ça, plutôt que de le voir comme quelque chose de négatif Ah dans la oui. vie, ça change pas que c'est difficile. Ça va être éprouvant. C'est éprouvant. Oui. Mais de ne pas voir les épreuves comme quelque chose qui nuit à ton bonheur, Qui mais nous plutôt limite. quelque chose qui t'amène plus loin. Tu sais, comme une montagne, tu peux voir ça comme, OK, c'est un frein à aller plus loin, ou c'est quelque chose qui va t'aider à te dépasser puis à réaliser des choses. Puis vous dites aussi, parce que dans la recherche, je lisais que vous dites les enfants sont dans le moment présent. Hein? Puis en fait, c'est la meilleure chose. On devrait toujours vivre dans le moment présent parce qu'on ne sait pas dans une heure, dans une journée, dans 2 semaines. Fait que ça aussi, ça aide, j'imagine. Vos enfants vous aident aussi à les aider Non, mais et vice-versa. C'est clair, hein? comme parent, je veux dire, le choix de partir 1 an, c'est aussi dire je mets tout de côté. Oui, tu sais, il y a un côté égoïste pour moi qui est content de le faire, mais en même temps, c'est de dire c'est le temps d'en profiter là, puis d'en profiter de nos enfants. Ils sont jeunes, ils sont beaux. Tu sais, Ça a tout un autre sens c'est aussi. ça. Les enfants, ils ont une magnifique capacité d'émerveillement, sur tout. Puis vrai. c'est quelque chose qu'on perd beaucoup quand on devient adulte parce qu'on La pense trop. responsabilité, C'est tout ça. ce qui vient, oui. Ouais. Mais quand on est capable de se reconnecter à cet émerveillement-là de nos enfants, ben tu vois le monde d'un tout autre œil. Absolument. C'est vraiment... tu sais, puis aussi, les enfants, tu sais, nous, souvent, on va voir quelque chose de super beau, puis tu sais, tout de suite, on va dire, ben c'est peut-être la dernière fois qu'ils le voient, puis tu sais, il va avoir des stress, alors qu'eux, ils voient juste quelque chose de magnifique. Ils sont là dans Ils sont le moment là présent. dans le moment Exact. présent. Puis, tu sais, c'est pas de nous leur amener nos craintes puis d'insister pour Ouais, leur mais dire là, le profites-en du c'est coucher de ça. soleil, C'est c'est ça. peut-être le dernier. Mais vraiment, nous, de se connecter à cet émerveillement-là. Puis de ne pas leur transmettre nos peurs, nos Non, c'est angoisses, ça. nos inquiétudes, mais fait qu'en fait, c'est eux qui vous éduquent aussi. Ouais, non, hein, c'est Clairement, à travers clairement. tout ça, hein. Merci tellement, Edith et Sébastien. Là, c'est tellement inspirant. C'est vraiment, je suis certaine que les gens qui nous écoutent, puis pas nécessairement parce qu'ils ont des enfants avec certaines difficultés, peu importe notre contexte de vie, peu importe nos épreuves, peu importe notre réalité, c'est vraiment inspirant de vous écouter, de vous entendre. Merci vraiment d'avoir fait le chemin jusqu'à nous aujourd'hui. Puis Merci. bon voyage. Merci. Bon voyage à vous tous. Merci. S'il n'y avait pas de proches aidants, c'est important de savoir que le système de santé tomberait. Carrément, les proches aidants sont essentiels. J'ajouterais même en parlant avec certains médecins que la proche aidance, c'est pas mal le futur de notre système de santé. Vous allez voir au fil des ans. Pour parler davantage de proche aidance, je suis en compagnie de Francine Ducharme, qui est professeure honoraire à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour Marina, ça me fait plaisir d'être ici. Moi aussi, j'allais vous le dire, ça me fait vraiment plaisir. Vous avez une grande expérience, Francine. D'abord, vous avez été infirmière, littéralement en milieu d'hôpitaux. Vous avez été une infirmière là, à la base dans votre vie. Oui, je suis encore infirmière, je paye encore mon droit de pratique, mais disons que je ne suis plus au front. J'ai été infirmière, j'ai travaillé auprès des personnes âgées pendant quelques années dans des centres d'hébergement. On appelait ça des centres d'accueil autrefois. Oui. Par la suite, j'ai étudié pas mal et puis j'ai fini par faire une thèse de doctorat sur les couples âgés. Et dans ces couples âgés-là, leur qualité de vie, il y en avait toujours un qui devenait proche aidant.
aidants. Alors, ça m'a intéressé cette problématique-là de la proche aidance, mais ça fait déjà plus de 25-30 ans. Donc, au début, on parlait pas ça des proches aidants. Non, alors, c'est ça. j'ai été Aidant comme... naturel. On parlait d'aidants naturels, Oui. puis c'est pas vraiment naturel. hein. Non, mais c'est pas naturel C'est parce ça. qu'on, oui, c'est notre conjoint, comme on dit, c'est notre enfant, mais aider, c'est clair, puis on va donner notre vie pour aider ceux qu'on aime, qui nous entourent, mais on n'est pas équipés. Absolument. Et a- puis, on n'a pas appris ça, hein? On n'a pas appris tout ce que ça peut demander d'être un proche aidant. Qu'est-ce que vous avez vu comme progrès, Francine? Parce que là, vous dites, là, ça fait bien Oui, des années, oui, partir oui. d'une infirmière, vous êtes aujourd'hui chercheuse. Oui. C'est quoi les grandes lignes des constats que vous pouvez faire? Bien, au je niveau de pourrais l'évolution? vous dire, pour donner un peu d'espoir, qu'il y a eu du progrès. Je pense qu'il faut donner l'espoir aux Oui. proches aidants. Et au début, personne ne s'affichait comme proche aidant ou aidant naturel. Et c'était assez... on voulait pas parler de ça. Hein? La société même, Tabou, hein? marginal, Oui, qu'est-ce que hein? c'est ça, des proches aidants, des aidants naturels? Mais je dois vous avouer qu'il y a eu un énorme progrès. La population est maintenant sensibilisée. Il y a eu des recherches. Il y a eu des chercheurs qui s'y sont intéressés avec les proches aidants. Comme moi, j'ai travaillé avec les proches aidants qui m'ont dit leurs besoins, qui m'ont dit ce dont ils voulaient comme service. Et il y a eu une politique récente là, de Mme Blais qui n'existait Oui. pas. On est très fiers au Québec d'avoir Ministre cette des politique. aînés, mais ministre des proches aidants. On a un ministre, là. Absolument. Oui, Donc, oui. je pense que le Québec a fait un grand bout de Vous avez chemin. raison. Et, au niveau des services aussi, là, il Oui. n'y avait rien. Et là, on se dit, il faut développer des services de répit, il faut développer des programmes de soutien, des programmes éducatifs. Donc, c'est positif, finalement. Oui. Je ne dis pas qu'il n'y a pas encore des choses à faire, Ah, parce il y qu'il a encore beaucoup de à souffrance. faire. Ben oui. Puis en même temps, c'est logique. On le sait que nos hôpitaux veulent pas nous garder trop longtemps. De toute façon, on veut pas être longtemps dans un hôpital. On a envie d'être chez nous. Si on est malade, on a envie d'être dans nos affaires. Fait que c'est très logique que ces deux univers-là se rencontrent et qu'on puisse faire évoluer ça. Absolument. On a Dans la besoin. mesure où on n'exagère pas sur les proches aidants, parce que vous avez bien dit que là, le système de santé est un peu malmené, il y a de la difficulté et probablement que les proches aidants vont prendre plus de place, mais dans la mesure où on respecte leur capacité et leur volonté, parce que c'est pas donné à tout le monde là, de donner Non des soins plus. 24 heures par jour, puis des soins infirmiers ou des soins médicaux, c'est pas nécessaire, mais il y a une grande contribution des proches aidants. Ils en font déjà beaucoup dans le système de Oui, puis tu santé. sais, souvent, c'est important de savoir aussi qu'un proche aidant, bien, c'est celui qui va mettre en œuvre l'équipement. Qui Oui. va mettre en œuvre l'équipe qui va prendre soin Oui. adéquatement de chaque besoin de la personne. Absolument. C'est de comme un l'aider. coordonnateur des Ouais. ressources puis des services. Exact. Parce que si personne ne fait ça, qui va le faire? On répète notre histoire 56 fois quand on va dans un service. Alors, le proche aidant est capable, connaît l'histoire de Hmm. sa personne, qu'elle soit âgée, que ce soit un enfant, que ce soit une personne qui a des troubles de santé mentale, connaît bien l'histoire. Donc, Absolument. peut articuler les ressources s'il les trouve. C'est tellement important. Moi, j'ai été la proche aidante de ma mère pendant 4 ans et demi. Puis je vous le jure, je pense que si j'avais pas été là, puis ma mère, elle l'a souvent dit, elle est décédée aujourd'hui. Si j'avais pas été là, ma mère serait morte bien plus tôt, bien plus vite. Je suis convaincue. Parce que juste de vivre la maladie dans ton corps, dans ta tête, dans tout ton être, déjà, c'est une gestion incroyable, juste d'apprivoiser cette idée-là, de le vivre physiquement, il y a souvent de la souffrance, et d'être capable de tout gérer, les départements à laquelle cette personne-là a accès là, ou doit avoir accès par rapport à sa maladie. Faut être accompagné parce qu'effectivement, la logistique, le suivi, c'est difficile à faire si on est seul. C'est un énorme travail, Ah, cette vraiment. coordination. Moi-même, je suis infirmière, puis j'ai de la peine. J'ai peine à me retrouver dans le réseau de la santé. Quand on téléphone, puis c'est des boîtes vocales, puis il faut parler à quelqu'un, puis il faut coordonner. Alors, imaginez les proches aidants. Ils ont besoin d'être accompagnés Ah, aussi. Vraiment. Mais la personne qui a besoin d'aide, elle ne Oui. peut pas faire tout ça. Alors, vraiment, là, c'est un rôle très important des Ouais. proches aidants. Puis là, on jasait juste avant de commencer, puis vous m'avez dit que vous êtes aussi une proche aidante. Fait que là, Oui. vous avez porté tous les chapeaux. Là. Oui. Vous avez été infirmière, vous l'êtes encore. Vous êtes chercheuse, donc Oui. spécialiste en recherche. Et vous vous occupez aussi de votre maman. Oui, j'ai fait plus de 20 ans de recherche avec des proches aidants. Puis à un moment donné, c'est ma propre mère, hein, qui a plus que 90 ans aujourd'hui, qui a eu des troubles cognitifs. Donc, elle est en résidence pour personnes
personnes âgées. Donc, j'ai comme vécu ma médecine, si on veut dire. Là. J'enseignais, je parlais à des proches aidants, mais quand c'est nous, hein, c'est... En fait, moi, ça m'a humanisé plus, peut-être encore, hein, parce que je l'ai vécu de l'intérieur et je le connais de l'extérieur sur le plan théorique ou sur le plan des discussions que j'ai eues avec les proches aidants. Donc, c'est très riche pour moi. Absolument. Mais ça ne peut pas dire que c'est facile quand c'est notre propre mère. Mais c'est justement, il y a tout le volet confusion des rôles là, que j'aimerais aborder. Oui, Tu ça. sais, vous êtes une spécialiste, mais vous êtes d'abord la fille de votre mère. Exact. Puis c'est difficile quand on devient presque la mère de sa mère. Hein? Ouais. C'est ça, la confusion des rôles. Hein? J'étais la fille unique, l'infirmière, la bonne petite fille. Et là, ma mère a toujours pris soin de sa famille. Et là, c'est moi qui prends soin d'elle. Elle est infirmière, ma mère aussi, en passant. Elle était infirmière de oui, mère en fille. Alors là, c'est moi qui soigne ma mère. Donc, comme d'autres proches aidants qui doivent donner des soins, soit à un conjoint ou à leurs parents. Elle vous dit quoi faire des fois? Parce qu'elle aussi, des fois, elle dit qu'elle n'a pas besoin de ça. C'est vrai. Donc, ça a toujours été comme ça. Alors, non, la confusion des rôles, c'est un peu difficile à vivre pour les proches aidants. Et souvent, c'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas s'étiqueter proches aidants. Hein? C'est ma mère. Je suis sa fille, je suis pas sa proche Non, aidante. non, puis je lui dois ça. Elle m'a tellement donné dans la vie. Si je suis là, c'est grâce à elle. Je vais lui en donner autant. Donc, je suis pas une proche aidante. J'aide ma mère, c'est tout. C'est comme si ça désacralisait notre rôle, hein, le fait de dire le proche aidant, ça devient comme trop technique, on dirait, puis on n'accepte pas ça. C'est comme un rôle, oui, instrumental, un rôle qui est peut-être moins émotif. On dit, mais pourtant, il y a beaucoup d'émotivité là-dedans, mais ça fait un rôle dans la société, hein, à part le rôle de fille, d'épouse, les autres rôles qu'on joue, le rôle de travailleuse, il y a ce rôle-là qui s'ajoute en plus. Est-ce que j'ai besoin de ça? Ou je vais le faire gracieusement, c'est mon rôle. Je pense aux conjoints. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec les conjoints âgés, mais il dit, mais moi, je me suis mariée pour le meilleur ou pour le pire. Ma conjointe ou mon conjoint est malade. C'est normal que je le soigne. Je suis pas proche aidante. Comprenez-vous? Mais ils le sont. Oui. Et je dis souvent, si on calculait toutes ces personnes qui donnent beaucoup d'aide là, sur une base régulière, les statistiques qu'on a sur les proches aidants ne sont pas vraiment bonnes. Il y en aurait bien plus. Exact. Oui, moi, je l'ai souvent dit au fil de... C'est notre 2e saison, puis je vais toujours le répéter, mais surtout chez les gens âgés. Vous, ça a été votre spécialité longtemps. Mais souvent, l'aidant va mourir avant l'aider chez les personnes âgées, tellement c'est exigeant. Exactement. Moi, j'ai beaucoup regardé la détresse physique et la détresse psychologique. Et souvent, vous avez raison, le proche aidant décédé avant, ou moi, je disais toujours, quand j'essayais de prôner les services pour les aidants auprès du gouvernement, etc. Je disais tout le temps, on va en avoir 2 pour le prix d'un. Puis c'est vraiment ça, là. Hein? Il y en a un qui est hébergé, l'autre est malade. Finalement, les 2 décèdent à peu près en même temps, ou l'aidant avant, ça arrive souvent. Aussi, hein? Oui. Parlons de... Ça, je trouve ça intéressant, le don de soi. C'est aussi culturel, hein? L'aidance, aider, être proche aidant, c'est aussi culturel. Et ça, je trouve ça intéressant. Ça a été quoi vos constats au fil des années? C'est très culturel dans notre société, hein? La société québécoise, il y a une histoire à ça, hein? On était une société où il y avait des grandes familles, beaucoup d'enfants. Il n'y en avait pas des centres d'hébergement. Moi, je parle des personnes âgées, mais il n'y avait pas de centre d'hébergement, il n'y avait pas beaucoup de ressources. Et on se soignait dans la famille. Tu gardais ta mère, ton père, ils restaient chez vous jusqu'au décès. Puis après ça, il y a eu, on est allé vers les villes, les femmes ont commencé à travailler, les enfants, etc. Et là, on suffisait plus si on voulait avoir un revenu décent. Il y avait 2 personnes qui travaillaient, donc ça prenait de l'aide pour soigner ces personnes-là. Donc, il s'est développé quelques ressources en santé mentale pour les enfants handicapés, pour les personnes âgées, pas suffisamment. Mais il y a quelque chose de culturel qui est resté, qu'on doit soigner dans la famille. Moi, j'ai beaucoup eu d'étudiants qui venaient d'Espagne ou de d'autres pays où ça se fait pas, ça, héberger quelqu'un Non, ou mettre quelqu'un dans une institution. Et ça vient de la culture profonde. Là. On garde nos parents, on garde nos enfants, puis on les soigne à la maison. Donc, il y a quelque chose au Québec, là, vraiment de culturel. Dans l'Occident, c'est occidental. Oui, puis dans la francophonie, beaucoup, là, les pays latins. Beaucoup les pays latins. Vous avez constaté ça, oui, vous? moi, j'ai constaté ça davantage. Mais disons que là, il y a une évolution quand même. Là. Oui, mais quand même, est-ce qu'on peut dire... oui, il y a quelque chose de culturel, de religieux aussi, hein? Ça pointe des pieds, mais je veux dire, nous, on a décidé qu'on développait des résidences pour les personnes âgées. Oui. Puis nos parents s'en vont dans des résidences. Puis est-ce que c'est vraiment implanté? Selon vos observations, là, on a vraiment implanté ça?
on assume ça. On assume ça, Bon, mais il y a avec encore beaucoup plein de de familles qui gardent avec leurs beaucoup de- parents chez eux. Là. Mais avec beaucoup de culpabilité Oui. encore. C'est Oui, accompagné de Ça, c'est beaucoup de resté. Parce culpabilité, qu'on a hein. toutes aussi nos racines religieuses, hein? Oui. Le catholicisme au Québec et Ça a tout pris ça, puis les tellement de valeurs place, religieuses, quand on dit je me suis mariée pour le meilleur ou pour le pire, c'est ça aussi. Ou c'est ma mère, je lui dois ça, le don de soi. Ouais. Alors, il y a une histoire là, qui est liée à l'évolution de la société, à la religion, puis à toutes ces valeurs profondes. Ouais. Et c'est pas mauvais nécessairement, mais souvent, ça peut empêcher certains proches aidants de demander de l'aide. Et ça, Oui. c'est important d'aller demander de l'aide parce qu'on n'est pas capable de tout faire ces rôles-là. Là, Non, exactement. à 100 puis être les parfaits. Là. Oui, puis parlons-en parce que vous le dites, il y a beaucoup de proches aidants. Un des grands problèmes, c'est oui, on est dans le don de soi, puis on n'en a pas besoin de répit. C'est ça. Puis on a vraiment besoin, finalement. Hey, tellement. Oui, Oh, non. oui. Mais de plus en plus dans les familles, je vois qu'il y a un partage des responsabilités. Ça ne veut pas dire que moi, je suis la fille, l'infirmière la plus âgée, je vais tout faire. Là, j'ai mes frères là, qui vont aller magasiner un petit peu. Tu sais, il y a des rôles qui avec le temps, Se définissent mieux. définissent Ouais. mieux. Se partagent. C'est se partagent. Ouais, le partage Et il y en a des qui sont rôles. bons dans quelque chose, d'autres qui sont bons dans d'autres choses. Il y en a que c'est pour le soutien émotif, jaser. Il y en a d'autres. Financier, oui, c'est ça. psychologique. Il y en a qui Ça ont s'est développé oui. avec le temps parce qu'on dit, les proches aidants, je pense, se rendent compte que finalement, on peut partager parce qu'il y a des fois des proches aidants qui veulent garder le rôle à eux seuls. Et Exact. ça peut être aussi une source de gratification pour certains. Ça, il faut Oui. le dire, c'est pas toujours négatif. Hein? On parle de détresse puis de problèmes physiques, mais des fois, être proche aidant, ça peut être gratifiant. Puis on veut Ça garder peut, bien notre rôle. sûr. On est bon là-dedans, puis Oui. ça me donne de la gratification puis de la valorisation. Ça, on n'en parle pas beaucoup. Non. Puis si on se donne pas du répit, très souvent, après, admettons, le décès, le proche aidant peut frapper un mur. Un mur, parce que c'était sa solide. raison de vivre. Exactement. Et ça, faut penser à faut ça. prévoir, puis il faut faire de la promotion de la santé auprès des proches aidants en leur disant, si vous voulez continuer, si vous voulez pas frapper un mur puis avoir plus rien dans votre vie après, il faut diversifier puis prendre soin de vous. C'est bien Exact. important. Nos amitiés. Oui. Même si c'est juste une heure, aller prendre un Oui. café, Prendre soin de aller soi. à la bibliothèque, s'offrir un bain chaud. Oui, Quand on sans sait qu'il y a culpabilité. Oui, c'est ça, c'est sans C'est ça. culpabilité. Parce qu'on est important, puis on veut pas tout perdre non plus. Alors, Non. équilibrer notre vie, finalement, c'est ça le message. Hein? Oui, exactement. On parlait de la famille, puis ça vient de me revenir, Francine. Tu sais, mettons, des parents vieillissants, justement, avec des problèmes cognitifs. Oui, l'Alzheimer, le Parkinson et tout ce qui peut venir avec ça. Chacun des enfants sont peut-être une famille de 5, 6, 7, 8. Chacun a ses forces. Chacun a ses capacités. Chacun n'a pas eu la même relation avec le parent non plus. Hein? Ça, c'est très important, Fait que ça, la c'est relation. important d'avoir cette discussion-là en Oui. gang, là, en groupe, Oui. pour dire, ben gars, toi, t'as jamais été vraiment proche de papa. Fait que toi, tu pourrais au moins aller faire l'épicerie. Oui, puis c'est... Fait que toi, apporte l'épicerie, puis on va s'occuper de Oui. déterminer le rôle de chacun. Ça, c'est hein. vraiment important, Marina. Moi, j'appelle ça des réunions de famille. Ça prend des réunions de famille parce qu'il y a des conflits, des fois, qui sont inavoués, qui sont pas Oui. sur la table. Et ça donne rien pour quelqu'un qui est pas capable d'aider. Mais il peut d'être faire d'autres présent, choses Mais il peut faire autrement, autre chose. ouais. Ça, c'est excellent. C'est la santé, ça, d'une famille. On peut s'avouer que moi, je suis pas capable d'aller voir. Moi, je suis pas capable de laver maman. Je suis pas capable d'y aller la voir. Elle me reconnaît pas. Je sais pas quoi faire. Il y a peut-être d'autres choses que cette personne-là peut faire. Ah, exactement. Non, vous avez tout à fait raison, parce que les familles, il y a des dynamiques là-dedans. Là. Ben oui, puis c'est des Puis histoires. des fois, là. il y a des les parents histoires de vieillissants, conflits, là, on là. est rendu à 30, 40, Oui. 50 ans, on a 60 ans. Notre père, Oui. il est dans un CHSLD ou il est dans une résidence, mais il faut déterminer, puis ça prend beaucoup d'ouverture. Ça prend l'ouverture puis du courage un Ouais. peu. Puis moi, j'appelle ça, des fois, il y a des... c'est un peu drôle, j'appelle ça des problèmes de chaise haute. Tu sais. Il y a des problèmes, il y a des gens qui, depuis qu'ils sont petits, qui ont une certaine Exact. difficulté, puis Faut ils le ont respecter, jamais... ça. Ils n'ont pas réglé, Ouais. ils n'ont pas eu d'aide pour ça, fait que ça reste. Puis Fait que c'est ça, pas le temps de faire le procès de Non. personne. Non. C'est Non. c'est le C'est le temps temps de de s'aider. développer des solutions, en fait. Hein? Puis on se dit toujours aussi de l'aide pour soi. Ça nous ramène aussi au proche aidant. Il faut s'équiper, il faut parce s'aider. que si on n'est pas bien dans notre peau, on peut pas aider. Il faut vraiment régler nos petites bébites, là, je dis ça comme ça. Accepter mais nos limites. Nos limites, je suis pas capable. Ouais. Je peux pas faire ça. Et c'est comme si c'était un échec à chaque fois. Oui, on c'est veut ça qui est pas triste. entendre ça. Puis on veut hein. pas, faut le dire aux proches aidants, c'est pas, l'important c'est que vous contribuiez à la mesure de vos capacités, c'est ça que j'ai dit, puis de votre volonté. Pas forcer, mais y aller selon ce qu'on Mais tu sais, est. ça nous diminue hein, dans notre valeur propre face à nos parents. bien humain. Oui, c'est très humain.
qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ça a été quoi vos constats, je dirais, des dernières années, Francine? Au niveau de la prochaine aidance. Mais moi, je suis très contente. Au début, j'étais un petit peu découragée quand j'ai commencé dans ce domaine-là parce que c'était nouveau. En recherche, vous voulez dire? Oui, en là? recherche. Et même j'enseigne. Moi, j'enseignais à des infirmières parce que j'étais à la faculté des sciences infirmières. J'enseignais les soins aux personnes âgées. Puis quand on parlait de cette thématique-là, tu sais, des grands yeux, c'est comme si où est-ce qu'elle sort? Oui. C'était un petit peu difficile de sensibiliser. Mais là, tu sais, après des années, je vois le progrès. Donc, je suis très heureuse. Et je vois surtout le développement de services. Parce que le grand besoin des proches aidants, c'était beaucoup le répit. Hein, quel que soit Les le type de services. proche aidant, les services, comprendre ce qui se passe, être outillé, savoir comment aller chercher de l'aide. Il y a beaucoup de petits trucs qui n'étaient pas développés. Là, c'est développé. Il reste à les mettre en marché, comme je disais. Là, c'est pas péjoratif. Mais il y en a déjà beaucoup mais là, il y en a qui existent. Et c'est ça qu'il faut... Je suis contente de ça. Ben oui, il faut le dire. Il faut éveiller les gens au fait que très souvent, je pense qu'on se sent très seul. On ne sait pas par où commencer. C'est nouveau dans notre vie. On peut aller chercher de l'aide. Absolument. Puis ouais. il faut y aller. Oui, puis il y Puis en moi, a de je dis l'aide. toujours, ouais. on avait un programme qui s'appelait, un programme de soutien qui s'appelait Devenir aidant, ça s'apprend. Vous savez, un parent n'est pas parent. Hein? On n'apprend pas à être des On parents. ne naît pas On n'est aidant pas non nécessairement aidant. Donc, ça s'appelle Devenir aidant, ça s'apprend. Il est en ligne présentement. Puis c'est pour les personnes qui viennent d'apprendre un diagnostic ou récent. Donc, il faut apprendre à être proche aidant. Et ça, j'encourage les gens à s'inscrire à ce genre de programme qui donne des trucs, des astuces, des stratégies, Ouais. des ressources pour la trajectoire. Parce que c'est pas vrai qu'on est proche aidant une année, 2 années, 3 Ça années. peut Des fois, être ça peut longtemps. ça peut être 15, 20 ans. Absolument. Et il faut s'équiper, il faut s'outiller. Et si on part bien, puis on prend soin de soi, puis on promouvoit notre propre santé, on risque d'être mieux dans sa peau, puis d'être capable meilleur. de continuer, puis d'être Oui, meilleur puis d'être aussi avec la meilleur. personne qui a besoin d'aide. On va mettre tous les liens de toute façon sur le site de l'appui.org. Hein. Tous les liens sont toujours là en lien avec nos sujets et nos invités. Francine Ducharme, merci beaucoup. Ça m'a fait grand plaisir. Merci infiniment. Bonne chance Ça a au été prochain oui, oui. Puis merci de nous avoir aidé à mieux comprendre, puis à nous éclairer. C'est toujours un grand plus. Merci. Bonne route. Merci. Merci beaucoup. Pour en savoir plus sur nos invités d'aujourd'hui, allez sur le site de l'appui, l'appui.org. Je vous l'ai dit, tous les détails, toutes les informations, les services, si on parle, tout se retrouve sur le site de l'appui. J'aime aussi vous rappeler que si à l'écoute de cet épisode-là, aujourd'hui, vous vous êtes reconnu, ou vous avez peut-être reconnu quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin d'aide, besoin d'écoute, n'hésitez pas à appeler à Info Aidant. C'est le 1-855. On le met aussi à l'écran et tous les détails sur le site. 1-855-852-7784. Vous pouvez communiquer aussi. Peut-être que c'est plus simple d'écrire via le courriel info-aidant@l'appui.org. Il y a des conseillers, des conseillères qui sont là pour vous guider et vous écouter. Ça, c'est important de le savoir. Je pense que des fois, on a juste envie ou on a juste besoin de parler et se sentir écouté aussi dans ce qu'on vit. Des fois, on a envie de la détresse, puis on a besoin d'écoute. Ultimement, si le cœur vous en dit, si vous avez envie de partager votre histoire avec nous, on aime vous lire. Vous pourriez vous retrouver sur le plateau ici avec moi pour raconter votre expérience de proche aidance. Allez sur appui-balado.ca. Dans le prochain épisode, parce qu'il y aura un prochain épisode, nous allons parler d'aide et de ressources disponibles. On n'est pas, je pense, souvent, je trouve, en tout cas, pour avoir été une proche aidante, on n'est pas souvent au courant des services qui existent dans notre quartier, dans l'endroit où on vit, que ce soit aux 4 coins du Québec. Vous allez pouvoir trouver les services qui existent sur le site de l'appui. Et parfois aussi dans notre région, il y a un service qui n'existe pas. Il y a peut-être un organisme qui aurait envie de développer un service qui n'existe pas. Eh bien, l'appui pourrait vous aider à le développer et à le financer aussi. Alors, j'espère que vous serez au prochain rendez-vous. Je veux vous dire de prendre soin aussi de vous. Passez une belle journée. Ici Marie Narcini. À bientôt.